Cerno, épisode 53. Je suis en Camargue. Ma mère m'a prêté sa voiture. Je vais voir un certain Quentin. Je sais un peu de quoi il s'agit, mais je vais pas vous dire. J'arrive sur un petit chemin. Je me dirige vers un mas. Il y a un très beau cheval blanc. Je sais pas grand-chose de Quentin, sauf qu'il a grandi à Toulouse et qu'il est musicien. Je le vois, il me fait signe. Je vais arriver. Bonjour Quentin. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Non. Il filait ses victimes jusque chez elle. Je fais un podcast. Mais non, il n'était pas celui qui prétendait être. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. C'est comme ça la vie, monsieur. Je pensais qu'il est chopé à la sortie de la poste. L'amour. Notre société aime les corps jeunes. Et, bien sûr. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Ça fait du bien. Pardon? C'est terminé, je vis pour moi. Eh bien, j'avais envie de vivre. Tout le monde s'en fout. On est pour vivre. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. 3, 2, 1. C'est super ici. Ouais, c'est génial. J'ai déjà branché mon micro. Il y a du vent, ouais, j'imagine. On est en Camargue. Ah ouais, en petite Camargue. Là, on a vraiment de la chance. Tout autour, c'est les champs pour les chevaux. On est à 10 minutes de la Grande Motte, 10 minutes de la mer, D'accord. ici. Et à 5 minutes de l'étang du Ponant avec de magnifiques flamants roses, des vols de flamants roses. Ah ouais, ok. Ouais, D'accord. T'es bien ici? ouais, on est bien. Tranquille, peinard. Bien posé. La petite fait sa sieste, donc on est cool. D'accord. Voilà. Il y a 2 ans, on a regardé par Google Satellite, là, Google Earth, et on s'est dit, tiens, où est-ce qu'on peut être tranquille, près d'une ville, près de la mer, et puis on a regardé, on s'est dit, tiens, on va chercher dans un mas, parce que là, il y a l'air d'avoir des grands logements. En fait, ce mas-là est divisé en 13 maisons. On a l'impression d'être dans une maison, mais en fait, c'est des appartements. D'accord. Et en fait, avec ta compagne et ta fille, Ouais. vous recherchez la tranquillité. La tranquillité, ouais, enfin, la tranquillité, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais la tranquillité, on l'a plus à l'intérieur on a beau chercher énormément d'endroits où être bien, ou en tout cas, on peut projeter le fait de se sentir bien, mais au final, peu importe l'endroit, si on n'est pas bien à l'intérieur, on ne sera pas bien dans cet endroit-là. Donc, voilà, Donc la tranquillité, c'est à l'intérieur. c'est ma philosophie. T'as quel âge? 38 ans. 38. Tu es né à Toulouse, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je te l'ai dit, ça? Bah j'imagine, par recoupement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je suis né sur Toulouse. Et ici, tu es venu sans attache dans la région, en Camargue. Ouais, c'est au fil des choses qui se passent dans la vie. Autant Caro, ma compagne, que moi-même avons vécu à l'étranger, même plusieurs années, même avant qu'on se rencontre, et puis après quand on s'est rencontrés également. Et voilà, pour le plaisir de découvrir le monde, les cultures, les langues aussi. T'as vécu où? Pas mal d'endroits. J'ai grandi une partie de ma vie en Guadeloupe, mon père ayant habité là-bas. D'accord. Mes parents étant séparés, mon père ayant déménagé en Guadeloupe quand j'avais 6 ans. Voilà, j'ai vécu quelques années là-bas à faire les allers-retours entre Toulouse et la Guadeloupe. Donc du coup, le goût du voyage s'était déjà installé en moi. Mais premier endroit où j'ai vécu, l'Allemagne quelques mois, puis ça m'a emmené en Tanzanie, puis après Mexique et Costa Rica, voilà, puis après quelques voyages, hein. Donc là sans s'installer, mais juste la découverte des pays limitrophes, et puis voilà, partir quelques mois en voyage. D'accord. Ouais. Tu veux un café? Volontiers, ouais. Avec plaisir. T'es parti en Guadeloupe là pour tes enquêtes? Je suis parti en Martinique. C'est en Martinique? Ah oui, c'est vrai qu'il était martiniquais. Thierry Paulin. C'est ça. L'objet de notre rencontre. Mes auditeurs ne savent pas pourquoi je suis ici encore. Eh oui, Je leur ai pas dit. j'imagine.
Il y a la petite qui dort juste en haut. Caro, je te sers un café. Je te sers un café. Bonjour. Julien. Non, mais il n'y a pas de problème. Enchanté. Ouais, ça va et toi? Ça va? Donc, je t'ai pas répondu, tu m'as posé la question à savoir si mon père voulait bien te rencontrer. Oui. Donc non. Mais je crois que je t'ai répondu. Mais ma mère, elle est ouverte à ça. Ah, super. Voilà. Elle est à Toulouse, ta mère? Ma mère, elle est sur Toulouse, elle est dans la région de Toulouse, quoi. C'est génial parce que j'ai le projet d'y aller. D'accord. Voilà. C'est la cafetière à la française. Donc on est sur une table de jardin. Il y a un hamac. Ça fait un peu rêver votre vie ici, je trouve. Ah ouais, c'est vrai que par rapport à Paris, ouais, c'est le soir entre 18h et 19h, on peut décider en quelques minutes, on va à la plage, on va baigner la petite, qui adore l'eau aussi. Et en 1 heure, on est déjà de retour. En Méditerranée, tu trouves encore des plages où il y a personne. Ouais. Toi, ce que tu recherches, c'est la liberté? Alors, comme tout à l'heure, en fait, pour moi, la liberté et la joie, c'est la même chose. Ça fait partie de ma philosophie. C'est à l'intérieur. Pareil, voilà. Il n'y a que le mental qui peut nous empêcher de se sentir libre. Ma petite philosophie de vie, 3 mots que j'ai trouvés, c'était libre, heureux, amoureux. Voilà, c'est un équilibre à 3 points. Libre, heureux, amoureux. Si tu te sens pas forcément heureux, ou pas forcément libre, ou pas forcément amoureux de la vie de manière générale, c'est qu'il y a quelque chose à voir dans les 2 autres points. C'est un équilibre. Ils sont marqués sur libre, heureux, amoureux. T'as un tatouage sur l'avant-bras. Ouais. Ça représente un arbre qui prend ses racines sur le monde. C'est ça. Et dans les branches de l'arbre, entre les feuilles, il y a marqué libre, heureux et amoureux. Alors toi, du coup, tu es né en 81 ou 82 ? 82. À Toulouse. Voilà, je suis né en 82 sur Toulouse. Dans quel genre de famille ? Ce qu'il y a de plus banal. Je crois que mon père, en fait, pareil, juste avant de rencontrer ma mère, je crois ma mère devait travailler dans une petite crêperie sur Toulouse. Et mon père l'a rencontré là. Et ensuite, j'ai dû naître pas très longtemps après leur rencontre. Ils ont décidé de me faire pas longtemps après. Ils étaient tout jeunes, ils avaient 21 ans quand je suis né. D'accord. Et donc mon père, il gérait une petite agence, avant ça se faisait beaucoup, les sérigraphies. Il vendait des images, c'était du porte-à-porte. Il faisait comme toi, il allait taper à la porte des gens pour aller voilà, leur dire bonjour, je vends ces images-là. Donc ma mère et mon père, en gros, géraient cette petite agence. Il a débauché ma mère de la crêperie. Et ils travaillaient ensemble dans cette toute petite agence où ils recrutaient des gens par petite annonce. Ils disaient, ma mère m'a dit que c'était souvent des jeunes de 18 ans qui étaient un peu paumés au début et qui cherchaient un petit boulot. Et mon père les faisait bosser. Il avait une voiture, il mettait des gens un peu à droite à gauche dans les quartiers toulousains. Et eux, ils avaient un carton à dessin avec des reprographies à l'intérieur. C'est des trucs très souvent faits en Chine, des images sans aucune valeur, mais qu'ils arrivaient à vendre quelques sous. Tu as déjà dû voir cette espèce de tableau un peu noir avec des images dorées à l'intérieur. Et les gens, j'ai du mal à croire encore, mais les gens achetaient ça, quoi. Mmh. Voilà. Eux, ils se sentaient bien. Mes parents se sentaient super humains parce qu'ils avaient l'impression de donner du boulot à des jeunes qui à la base étaient un petit peu paumés. Et puis finalement, beaucoup, tu voyais le potentiel de toutes les personnes. Et après le boulot, apparemment, ma mère m'a dit qu'ils se retrouvaient le soir à la maison, préparaient tout ça à bouffer ensemble. Puis voilà, ils passaient un petit moment le soir avant de se retrouver le lendemain. Et parmi les personnes qu'il avait recrutées, il y avait Thierry Paulin.
toi tu dois savoir mieux que moi, parce que je sais pas du tout à quelle année il est né, mais j'imagine qu'en 82... Il avait 19 ans. Il avait 19 ans, bah voilà. Et donc, ce que je sais, c'est que Thierry Paulin, qui était quelqu'un de très sympathique, a priori, à ce moment-là en tout cas, bah voilà, ils ont vu qu'il y avait une affinité, genre avec le petit gamin qui était là, qui était moi. Et une fois ou deux, ils m'ont regardé, Thierry Paulin m'ont regardé. En tant que babysitter. Voilà. Voilà, donc ils m'ont regardé quand j'avais quelques mois. Mes parents se sont séparés quand j'avais 6 mois. Donc ça devait être entre mes 0 et 6 mois. Donc entre mes 2 mois et mes 6 mois, il a dû me garder une ou deux fois. Moi j'ai su ça il y a plusieurs années. Je sais pas, au cours d'une conversation, ma mère m'a dit ça. Et j'étais là, ah ouais quand même. Et donc du coup c'est devenu le sujet de conversation. De temps en temps je balance à des potes. Je sais pas si vous connaissez, moi je le connaissais pas non plus avant. Ah, tu le connaissais pas? Moi je le connaissais pas du tout. Donc c'est un peu drôle de dire qu'il y a un tueur en série qui m'a gardé quelques fois. Et ma mère m'a dit qu'il était très sympathique, paumé. C'est clair, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle m'a dit, dans son souvenir, alors soit il sortait de la DAS, soit il était dans une famille d'accueil, je sais pas si tu sais. Non, je sais rien. Voilà. Sur cette période-là, je sais rien encore. D'accord. Ouais. A priori, elle se souvient que voilà, il n'avait pas vraiment de famille chez qui il était. Il sortait d'une situation où il avait un peu souffert apparemment. Et ce gamin-là, tu sais, elle avait 2 ans de plus que lui apparemment, hein, donc c'est qu'elle le trouvait vraiment très sympathique. Ça t'a fait quoi d'apprendre tout ça? A priori, rire au début. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais je pense que les maladies mentales, elles ne s'installent pas genre d'un coup, du jour au lendemain. Donc, je ne sais pas si ça a été reconnu comme maladie mentale, mais pour faire ce qu'il a fait, pas avoir d'empathie ou quoi que ce soit, à un moment donné, c'est de l'ordre du mental. Si jamais tu réfléchis, tu te dis, ça a dû commencer jeune. Et de me savoir que j'étais tout seul avec lui à un moment donné, je pense qu'au fond de moi, ça me fait quelque chose. Voilà. Quelque chose que je ne saurais absolument jamais. Voilà. Il n'y a pas de machine à retourner dans le temps, donc je ne sais pas du tout comment il était. J'aurais adoré savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a fait avec moi pendant qu'il me gardait. Est-ce que je faisais que dormir et lui regardait la télé pendant ce temps-là, ou est-ce qu'il m'a pris dans ses bras, ou voilà. Donc en tout cas, on dit qu'il avait des affinités avec toi. Je sais pas. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, j'essaie d'interpréter le comportement de ma mère en disant tiens, si lui veut bien garder le gamin, ou si dans la conversation ça s'est fait, qu'elle a trouvé un échappatoire pour se faire un cinoche, ou aller se faire un resto avec mon père et le faire garder. J'imagine, soit elle voulait l'aider, lui donner un petit peu d'argent pendant qu'il me gardait, soit elle avait vu que c'est dans ma tête, c'est une théorie, moi elle m'a pas dit. Alors du coup tu disais ça se faisait rire au début, et maintenant... Oui, ça me fait rire aussi, c'est drôle, ça fait partie d'une anecdote, comme il peut y en avoir des centaines. Tu sais que quand tu le dis à quelqu'un, putain, un tueur en série t'a gardé? Ouais, tu vois, et du coup, on peut en rigoler. A priori, on peut en rigoler parce que j'ai pas été touché personnellement, parce que je connais absolument personne qui s'est fait tuer par cette femme-là, parce que c'est pas un sujet qui est drôle à la base, du tout. C'est plutôt grave. Mais en l'occurrence, il m'est absolument rien arrivé, et ça reste de l'ordre de l'anecdote. Il s'est passé ça, il s'est passé plein de trucs, hein. J'étais avec un pote kidnappé au Nicaragua. C'est resté une anecdote aujourd'hui, tu vois, je peux en parler comme une anecdote, mais... T'as été kidnappé? Voilà, c'est par des ravisseurs dans un faux taxi avec un pote. On est resté
2 heures dans une voiture à avoir les yeux fermés. Mais ça reste de l'ordre de l'anecdote. L'histoire du baroudeur, où tu voyages, il t'arrive des trucs, c'est normal. Ouais. Ils auraient pu te tuer ? Tu peux te tuer en prenant ta voiture, surtout ici, là, où les routes sont très, très étroites. Et il y a des gros tracteurs qui passent, les champs, il y a des virages, il y a des champs, tu vois pas, t'as pas beaucoup de visibilité. Tu peux mourir très facilement, même ici. Hein, donc, Mais quand tu meurs d'un accident, c'est pas pareil que quand on prend ta vie. Pour moi. Ouais, voilà. Pour toi, c'est pareil. C'est pareil au final. C'est quoi la mort pour toi ? La mort, c'est le bouton off. J'en sais rien. La seule chose que je sais de la mort, c'est que tout le monde va la ressentir un jour. Donc, pour moi, la mort, c'est le contrat que les parents donnent à leur enfant. C'est la seule chose qu'ils savent que leur enfant fera un jour. Voilà, quand tu donnes la vie, tu offres la possibilité de mourir aussi. C'est le contrat de la vie, finalement. En fait, si on suit ton raisonnement, on pourrait se dire aussi que les victimes de Thierry Paulin, elles sont mortes, mais c'est pas grave parce que la mort, ça arrive de toute façon. Ouais, alors pas du tout. Moi, je suis pas. On pourrait si on voulait, mais moi, je considère pas ça comme ça. C'est un drame horrible. Et s'attaquer aux gens faibles, c'est très touchant. Moi, je suis très empathique, par exemple, et le fait de savoir ça, c'est horrible. Après, moi, j'avais quelques années quand ça s'est passé, j'ai jamais su ça aux infos ni quoi que ce soit, j'étais trop petit, on me mettait pas face à ces informations. En y pensant, oui, c'est dramatique, comme on entend partout, voilà, des histoires de drames, c'est dramatique. Une fin de vie naturelle, c'est moins dramatique, mais voilà, de là à torturer des gens, j'imagine qu'il y a eu de la torture. Après, je me suis pas renseigné non plus, mais j'imagine qu'il y a eu de la torture. Oui. Voilà. Horrible. Donc, Ce que tu dis, c'est que c'est pas la peine d'avoir peur de la mort, mais ça n'en reste pas moins un événement dramatique en fait. C'est énergivore. Si tu penses trop à la mort, à un moment donné, ça te prend beaucoup d'énergie, tu peux faire moins de choses. Si tu penses trop d'énergie à ta sécurité, et tu fermes ton esprit, tu te fermes aux autres, tu te fermes à l'esprit de découverte, du coup tu prends moins d'initiative, voilà, tu avances différemment dans la vie. Et c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, surtout que c'est l'inconnu, c'est le facteur inconnu le plus important. On ne sait pas ce qu'il y a quand on meurt. J'appelle ça le bouton off. Mais c'est pas parce qu'on éteint la radio qu'il n'y a plus de radio. L'émission continue sur les autres postes qui sont allumés, tu vois. Donc, T'as toujours été musicien ? Toujours. Depuis que je me rappelle, en fait. Et donc ton instrument, c'est un handpan. Le handpan, c'est une espèce de coque en métal que l'on pose sur les genoux, qui a été martelée pendant des heures et des heures. D'une certaine manière, ça hypnotise, surtout quand tu le regardes jouer. T'as l'impression de danser avec tes doigts autour d'une soucoupe volante. Parce que ça a quand même la forme d'une soucoupe volante, faut dire ce qui est. Je pense que c'est de la musique qui peut être assimilée au calme, douce, et qui fait du bien. Donc vivre dans un environnement sain permet d'être plus sain dans ta vie, de rayonner sainement. Voilà. C'est ce que j'essaie de transmettre à travers ma musique. Voilà. T'as les cheveux longs qui sont attachés, comment on appelle ça ? C'est un chignon ? Un petit chignon, si tu veux, ouais. T'as des yeux marron clair, un peu de sourire. Tu regardes bien dans les yeux. Et t'as des dents, ce qu'on appelle les dents du bonheur. Ah oui, c'est ça. Ouais. Qui donnent un air sympathique. D'accord. Je me dis que t'es tellement éloigné du sujet pour lequel je suis ici. Ce meurtrier affreux, ces crimes horribles. T'es tellement aux antipodes de ça. Tant mieux. Après, moi je suis relié à ce sujet que d'une certaine manière parce que toi, tu l'as décidé aussi, tu vois. Là, c'est parce que t'arrives à choper les connexions à droite à gauche. Mais effectivement, tout est relié. Et plus tu voyages et plus tu te rends compte de cette reliance. Est-ce que tu l'as déjà rencontré avant ? Je pense pas. Mais t'en sais rien en fait. Parce que s'il faut, peut-être que t'attendais juste derrière lui à la boulangerie, à un moment donné, derrière Thierry Paulin ou son complice, je sais pas comment il s'appelle. Peut-être que t'as eu des reliances avec son histoire aussi et tu n'en sais rien.
peut-être que c'est ça que tu cherches en fait. Peut-être que je l'ai croisé. Mais toi, tu as eu une relation quelque part avec Thierry Paulin. Vous avez eu une relation? Bah, moi, si j'ai une relation, c'était... Malgré toi, tu étais tout petit. Ouais, c'est ça. Peut-être que ma mère pourra savoir un peu plus, mais est-ce qu'elle me couchait, qu'il me gardait juste le temps que je dormais, que quand il revenait, je dormais encore? Mais oui, c'est à un moment donné, j'ai rencontré cette personne, effectivement. L'attitude qu'il a eue avec toi, ça peut raconter beaucoup de sa personnalité, parce que je pense que donc tes parents disent qu'il était très sympa, que s'ils t'ont confié à lui, c'est qu'il devait être très gentil avec toi, et il devait t'apprécier. Ah, très probablement. C'est ce que je me dis. Toi, t'as aucune violence en toi? Ah si. En fait, je pensais ne pas en avoir du tout, et ça serait de se mentir que de dire que personne a aucune violence à l'intérieur de soi. Sincèrement, voilà. Le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Voilà, ça. Et pouvoir apprendre de ces enseignements personnels fait que tu arrives à te contrôler. Mais ne pas l'avoir, ne pas l'accepter, fait qu'à un moment donné, tu peux aussi craquer, tout casser, peut-être même taper une personne dans la rue au hasard, ou quelqu'un qui te fait chier. Donc tu sens qu'il peut y avoir de la violence à l'intérieur quand même. Voilà. Et je pense que ça serait se mentir que de dire qu'elle n'existe pas. Voilà. En tout cas, je trouve que tu t'en sors bien pour quelqu'un qui a eu un serial killer comme babysitter. Ça, c'est que ton point de vue. Hein. Après, finalement, je te donne une photo de ma personne tout de suite et après, t'en fais ce que tu veux. Je pense que c'est une photo assez réaliste au final. Du coup, je vais essayer de rencontrer ta maman. Ok. Elle a l'air super, non? Ouais, elle est géniale. Et tu pourras te faire une idée du personnage. Hein. C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Isabelle. D'accord. Voilà. Allez, on va aller manger. À bientôt. Merci Julien. Merci Bonne à toi. route. Hein. Merci. Salut. Je reprends la route. Maintenant, je mets le cap sur Toulouse. Je vais appeler Isabelle, la mère de Quentin, pour essayer de la rencontrer. Mais avant, j'ai rendez-vous avec une personne qui s'appelle Régine. Régine, c'est une auditrice de Cerno. Elle m'a écrit un jour pour me dire qu'elle avait des infos sur Paulin à l'époque de son adolescence. Tout est relié. Et plus tu voyages et plus tu te rends compte de cette reliance. Les routes sont désertes ici. Libre, heureux et amoureux. À suivre. Françoise! Chères auditrices et auditeurs, pour soutenir Cerno, vous avez deux possibilités. Participez sur patreon.com/Cerno ou, si vous ne pouvez pas, abonnez-vous sur votre appli, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, éventuellement laissez un petit commentaire et partagez Cerno au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour moi et pour la longévité du podcast. Merci beaucoup, à dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.